moi je suis Alain Benhamselmi. Tout le défi va être de synthétiser en 20 minutes 10 ans de parcours avec une bonne chronologie, ce qui signifie que ça va bien. Voilà, on a pu remettre les choses dans l'ordre dans la tête. Et donc Stéphane, je te laisse te présenter. Donc Stéphane, vous m'entendez? Oui. Stéphane Imbert, donc je suis le responsable de service d'Alam. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner pendant la deuxième partie de son parcours de retour à l'emploi et de soins globalement. Et donc je suis là pour témoigner de la façon dont un manager lambda, on va dire, peut accompagner un retour à l'emploi pour des raisons de difficultés mentales, en sachant que je n'ai pas de formation particulière, je ne suis pas un soignant, je suis vraiment un manager lambda, mais en aparté, si je posais la question à Alam, on doit accueillir dans l'administration 6% de personnes en situation de handicap. Donc j'ai un service de 16 personnes. Donc finalement, pour accueillir une personne en situation de handicap, c'est pas si aléatoire que ça quand on a un service d'une certaine taille. Donc du coup, comme je vous disais, je vais dans un premier temps expliquer, on va raconter assez rapidement les parcours avant de la reprise du travail. On parlera de la reprise de l'emploi, puis quelques enseignements que j'ai pu en tirer cette expérience en tant que personne concernée. Donc en fait, il y a une rupture initiale en 2014, il y a un événement déclencheur. Je passe d'une structure associative dans laquelle je travaille de 14 personnes à une institution de 4000 agents, et en fait, je vis ce passage comme un deuil amoureux. Il n'y a pas d'autre mot, et je vis un choc émotionnel qui déclenche une dépression sévère et profonde, avec je dirais, deux enjeux aggravants. C'est qu'il y avait un isolement familial à ce moment-là et qu'une situation de vulnérabilité économique, de désendettement. Et du coup, ce qui ne favorisait pas à rentrer dans un parcours de soins, parce que me soigner me signifiait sortir du travail et potentiellement ne pas avoir les ressources suffisantes pour régler. Donc ça, c'est quand même très important, pouvoir se soigner dans des situations économiques favorables. Premièrement. Alors, trigger warning, il se passe des choses pas cool, on appelle ce qu'on appelle communément des passages à l'acte, j'en parle ouvertement, j'espère que vous êtes OK avec ça. Et donc ma première hospitalisation avec la rencontre des urgences psychiatriques, qui est un traumatisme, on va pas se leurrer quand vous avez une vie sociale tranquille et que vous vous retrouvez dans une unité de soins de 4 personnes super surveillées. Ça, c'est quand même des choses assez traumatisantes. Et puis un élément qui a été aussi très déstabilisant, c'est que j'ai cumulé plusieurs arrêts de travail de court terme, et donc l'épée Damoclès de reprendre le travail le lendemain m'a pas favorisé à me mettre dans une dynamique de prendre conscience qu'il fallait que je me pose et que je prenne le soin de prendre soin de moi, tout simplement. Alors qu'est-ce qui a favorisé mon parcours, mon ancrage dans le parcours de soins? J'ai pu accepter avec un cercle amical que je souhaite à n'importe qui sur cette terre, au-delà de ces événements qui m'ont accompagné juste avant la première hospitalisation en clinique. Donc il y a eu 5 ans d'arrêt, il y a eu une 8aine d'hospitalisation, dont une de 7 mois. Donc voilà, l'enfermement, c'est quand même pas mal. Donc cet accompagnement et ce cercle amical qui a été le moteur qui faisait entre guillemets le pont, et je dirais c'était des images que je pouvais reconnaître au milieu de tous les acteurs qui allaient intervenir dans mon parcours. Et l'ARC a été un levier très très important pour pouvoir reconstruire, je dirais, mon identité en dehors de ce statut social, puisque j'avais déjà des fragilités, mais qui étaient compensées avec l'école et qui étaient compensées avec le statut professionnel. Donc quand ça s'est effrité, du coup ça a révélé ce qui était plus ancré. Ce qui a été aussi un levier, c'est que j'ai fait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH, et que j'ai été mise en arrêt non-maladie. Et là, je vais vous dire très honnêtement, ça me donnait comme information, la société accepte que tu ailles te soigner. Ça a été une reconnaissance pour moi pour rentrer dans un parcours de soins. Et puis surtout, autre élément, c'est que j'avais travaillé dans une mission sur l'observation de l'insertion des travailleurs handicapés pendant une dizaine d'années. J'avais fini ma mission sur les risques de désinsertion professionnelle, et donc j'avais en tête et à l'esprit tous
ces risques de rentrer dans ce parcours et de pouvoir difficilement revenir, parce que j'avais quand même la perspective de revenir travailler. Je pensais que j'allais revenir dans 15 jours et j'y suis revenue 5 ans après au final. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce congé longue maladie permettait d'avoir une boucle de respiration. Un événement marquant, c'est que 2017, je rencontre la notion de rétablissement. Je me fais hospitaliser à Saint-Rémy-de-Provence, dans une maison de santé, une unité d'une trentaine de femmes. Et du coup, dans la maison où a été hospitalisé Van Gogh, donc c'était pas rien comme établissement, et qui était dédié à l'art. Et donc, première forme de reconnaissance, je suis dans l'association Valutido. Et du coup, on a tout un travail d'exposition en collaboration avec une école de design et d'art américaine. Et donc, on travaille en collaboration. Donc voilà, c'est les premiers pas vers la reconnaissance de soi et la stabilisation. Et puis, je rencontre le milieu alternatif artistique de la région parisienne, du mouvement Squat. Et donc, je garde de façon importante une activité bénévole très forte. J'accompagne pour faire des diagnostics locaux sur la culture, pour pouvoir retrouver un nouveau lieu. Et du coup, la vie collective, ce rôle qu'on en parlait tout à l'heure, vous en parliez, c'est effectivement favoriser voilà, un nouveau rôle social, en tout cas de sortir de ce rapport à soi qui est complètement effrité pour avoir un espace de respiration. 2018, du coup, je fais une tentative de retour à l'emploi. Très précoce, parce qu'il y avait la situation économique qui n'était pas simple et je suis mise en invalidité. Donc je retourne au travail une demi-journée. Je pense que ça a été violent dans ce sens où je n'avais pas réglé ce passif et je ne me sentais pas à la hauteur, je ne me sentais pas capable. Et j'ai été hospitalisée 15 jours après cette tentative de retour. Donc le travail n'était pas terminé. Et donc là l'AGFIP, le Pôle emploi à l'époque, donc France Travail aujourd'hui, m'accompagne, me propose un accompagnement avec une association dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de bipolarité. Et donc je rencontre une psychologue qui pose des premiers diagnostics en tant que psychologue. Je suis diagnostiquée bipolaire de type 2 depuis 2 ans. Donc on a eu 10 ans de parcours et au bout de 8 ans, on a posé un mot sur la pathologie. Donc ce qui a été intéressant, c'est que ça a été vraiment la construction de boucles d'apprentissage. J'allais dans la vie sociale, j'avais des situations, je revenais dans cet accompagnement, on décortiquait tout ça. Et voilà, j'essayais c'était des mises en situation qu'on décortiquait. Je retournais dans la vie sociale pour tester des nouvelles choses. Et ça a été un accompagnement de 3 ans qui a été assez important et qui m'a permis en juillet 2019 de revenir à temps partiel. Et donc voilà, Stéphane, je te laisse. Ouais, c'était. Voilà. En tout cas, j'étais prête, je m'étais préparée pendant 4 ans et demi. J'avais fait plein de trucs et voilà. On sait que tu en parlerais un peu plus, mais c'est pas grave. On va en parler à 2 voix. Voilà. Donc, Alam est revenue à l'emploi en 2019, juillet 2019. Donc, pour être dans des termes un peu scientifiques, on va dire, elle est revenue à l'emploi en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas un service d'accueil spécifique. Là, on est vraiment dans un emploi classique. On est un service de 16 personnes qui s'inscrit dans une direction de 50 personnes qui s'inscrit dans une institution. Comme le disait Alain, à l'époque où elle a été arrêtée 4000 personnes, depuis 9000 personnes, puisque dans les éléments supplémentaires, on a fusionné 2 anciennes régions. Donc on est une région à un périmètre élargi. Et Alain est revenu dans son ancien service quelque part, mais pas complètement non plus, puisqu'on avait entre-temps, entre le début de son arrêt et son retour, intégré cette nouvelle région, et donc un service nouveau qui était sur un périmètre plus large. Voilà, on a fusionné 2 anciens services pour avoir une équipe qui est répartie sur 2 sites à Lille et à Amiens, et qui réfléchit aux enjeux d'observation et de prospective. Je mets au passage mon travail sur l'Observatoire transfrontalier qui est en train de définir un volet santé également. Voilà, donc on va en parler par ailleurs. Et donc on a une équipe
chargés de mission qui sont des chargés de mission, je vais dire, militants, c'est-à-dire qu'ils sont très engagés et très convaincus de l'importance de leurs travaux, de l'importance de la connaissance, et ils sont vraiment moteurs dans l'ensemble des projets, et Alam en fait partie. Donc mon rôle, moi, en tant que manager, c'est plutôt de les accompagner à exercer leurs fonctions et à développer de la connaissance, et en particulier pour Alam, si on se recentre un peu au moment de son arrivée, c'est l'accompagner dans son retour à l'emploi. Alors moi, je ne l'ai pas pensé en termes de handicap, parce que déjà, je n'en avais pas forcément conscience à l'époque où elle est revenue. Conscience d'un arrêt d'une longue durée, hein, puisque c'était 5 ans, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 4 ans et demi d'arrêt. Donc forcément, des questionnements sur comment on réaccueille quelqu'un qui a été arrêté pendant 4 ans et demi. Des outils internes sur l'accueil, le retour à l'emploi d'une personne en arrêt longue durée qui existent, mais qui sont voilà, plutôt théoriques, on va dire, hein, sur comment préparer un entretien, etc., mais pas forcément un accompagnement à l'époque plus poussé que ça. Aujourd'hui, on a un peu plus de coach dans l'accompagnement des ressources humaines qui permettent de réfléchir un peu plus sur, voilà, plus finement sur l'accompagnement, les enjeux, ce qu'on ressent mutuellement. Et donc, on a construit petit à petit avec Alam son parcours de retour. Ce qui est intéressant, c'est que, en tant que manager, on n'a pas forcément la connaissance de toutes les pathologies et tous les enjeux que peut vivre la personne. C'est un échange où la personne elle-même, ou Alam elle-même, c'est pour ça que je pensais qu'elle en dirait un peu plus, est acteur de son parcours, et en particulier, Alam le disait, elle a été accompagnée par l'association Appui en région parisienne. Voilà, et moi je n'ai jamais eu de contact avec les personnes avec qui elle était en accompagnement. Le relais de l'accompagnement plus médical et de mon rôle de manager, c'était Alam en tant que tel. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt un échange sur la façon dont je l'accompagne dans son retour, poser un cadre. On ne l'a pas dit, une des difficultés d'Alam au moment de son retour, et un point d'attention encore aujourd'hui, c'est que elle est, comme je disais, comme beaucoup de chargés de mission, très engagée, très militante sur ces sujets. Et donc la difficulté, c'est parfois de vouloir aller très loin, et en plus là, sa pathologie accentue ce phénomène-là, et donc conjointement, on a dit, bon voilà, on pose un cadre où régulièrement on se revoit, on cadre bien ce qui est possible de faire, pas possible de faire, et puis progressivement, Alam a pu revenir dans un temps de travail aussi plus important, etc. Pour souligner, ça a été quelque chose de très important. Donc j'ai été actrice, effectivement, c'est-à-dire que j'avais mes situations professionnelles, j'en faisais état à l'association, à la psychologue qui m'accompagnait, donc développer des outils, je faisais le relais de l'information, et pareil, je faisais le relais auprès de la psychologue. Premièrement, et deuxièmement, cette itération, je ne sais pas si ça se dit, mais on approchait de façon itérative, on avait des points très réguliers. Il y a eu la période du Covid, et donc dans le cas du handicap de psy, du coup, plus de possibilité de voir le psychologue, psychiatre en visio, ça c'est une horreur, lorsque votre professionnel voit votre intérieur. Moi personnellement, je vivais très très mal, mais du coup, j'avais toutes les semaines mon manager et mon manager adjoint en visio pour faire le point, et on réajustait. Ça a été un accompagnement, donc ça je me tiens à souligner, pendant les 2-3 premières années au moins de mon retour, quoi. Mais la dimension itérative pour notamment, ce qui m'a permis d'aller mieux, de mieux en mieux, c'est que Stéphane, de sa façon de faire, le c'est ok, je fais une erreur, et le c'est ok, et ça permet de diminuer la charge mentale, premièrement. Et deuxièmement, ce que je faisais aussi, alors moi j'ai un petit tips à donner à une personne concernée,
c'est que des fois on entend des voix qui ne sont pas très très cool. Et donc le jour où j'ai vraiment bien qualifié, identifié cette voix, j'ai appelé Bozo le clown. Et donc ça me permet aujourd'hui de dire, il y a Bozo le clown qui est en train de revenir, et je vais confronter des propos que je peux avoir dans la tête avec la personne concernée pour lui donner moins de crédit. Et donc c'est aussi une façon aujourd'hui qui fait que je suis, c'est que j'ai plus, voilà, bon, il y a Bozo le clown en ce moment qui est là, mon environnement et mon équipe le sait, voilà. Donc il y a ça aussi qui est très important, c'est que le management, il a aussi été très partagé, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit à l'équipe, il savait simplement que j'étais en arrêt depuis 4 ans et demi, je ne connaissais pas la pathologie, mais tout le monde a été attentif, et aujourd'hui ils sont des miroirs sur des signes qu'il pourrait y avoir de fatigue, de dispersion, etc. Ouais. Juste pour compléter, peut-être dire que en tant que manager, je suis plutôt dans, comme je disais, accompagner chacun pour qu'il puisse exercer au mieux ses missions. Dans cette idée-là, j'ai plutôt comme philosophie de dire il faut tirer le meilleur de chacun, l'accompagner à progresser, à évoluer, etc. Et je suis plutôt pas trop fan des expressions du type sortir de sa zone de confort. Voilà, je pense que globalement, et peut-être en particulier pour Alain, mais globalement, je pense qu'on a besoin d'une sécurité importante pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et donc voilà, le rôle du manager, au-delà des termes un peu classiques, on va dire, de l'administration, qualité de vie au travail, qui sont des termes à la mode, c'est au quotidien quand même faire en sorte que, oui, il y ait une qualité de vie à travers la façon dont on offre des conditions favorables à son établissement et à son développement. Et dans ces conditions, pour Aram en particulier, il y avait la question du temps de travail, du temps qu'elle pouvait raisonnablement consacrer à un travail dans un cadre très structuré d'administration. Donc tu as dit, tu es revenu à 50%. Là aussi, on a eu des essais-erreurs, où un peu tôt, tu as essayé de reprendre un peu plus à 80%. On a vu que ça ne passait pas. Donc elle est reconnue travailleur en invalidité. Donc ça veut dire qu'elle a de droit la possibilité de faire évoluer son temps de travail, ce qui est quand même une sécurité importante aussi. Dans les faits, pour l'instant, notre administration, elle refuse pas les temps de travail, même quand c'est pas de droit, mais voilà, il y a des administrations qu'il faut, donc l'avoir de droit, c'est une sécurité aussi pour l'agent. Et donc on a fait progressivement des paliers de retour, et aujourd'hui elle est à 90%. Et j'ai eu 2 promotions depuis. Et donc je suis compétente dans nos situations de handicap. Merci. Je ne sais pas si tu avais des choses non. Si, l'importance de la confiance, je pense, réciproque. Voilà, effectivement, Madame l'a dit, on a construit ensemble le cadre, et mutuellement, il y a une confiance sur le fait qu'on peut se dire des choses, voilà, se dire attention, là je pense que ça va pas de mon côté, et puis Alain de dire de son côté aussi, là, je suis un peu en fragilité, j'ai besoin d'être déchargé, ou j'ai besoin d'être accompagné sur des temps, parce qu'on a aussi des temps de présentation plus sur nos travaux de fond, plutôt, en général avec plutôt des cartes, des indicateurs, etc. Mais voilà, en fonction de ça, elle le fait seule, elle est accompagnée, et on avance progressivement vers de plus en plus d'autonomie. Elle a un dossier qu'elle suit depuis 4 ans, par exemple, sur l'égalité femmes-hommes. Au premier, avec un comité de pilotage avec un élu référent sur la question. Au premier comité de pilotage, Alain n'était pas en capacité de prendre la parole, parce que dans ta problématique, tu ne l'as pas dit, mais le rapport à l'élu et à la haute hiérarchie était compliqué, donc elle ne pouvait pas assurer cette fonction-là. Donc c'est moi qui prenais le relais sur cette partie-là, et aujourd'hui, je suis encore présent au comité de pilotage, mais c'est moi qui ne prends plus la parole et qui appuie sur le bouton pour passer le.